Bonjour, permettez-moi avant tout de remercier chaleureusement le professeur Mohamed Kenbi pour son invitation à participer à ce colloque. Le thème proposé est particulièrement intéressant puisqu'il traite de l'histoire du Maroc, l'histoire ô combien passionnante, mais aussi du roman dans l'histoire. Dans la brochure de présentation, 2 lignes ont attiré mon attention. Je les cite. Le souci de revisiter le passé, de vouloir en tirer des leçons et d'y chercher des éclairages pour mieux comprendre le présent. Car en vérité, tout l'intérêt de se pencher sur l'histoire est là. Chercher des éclairages dans le passé pour mieux comprendre le présent. Dès lors, il me semble intéressant de réfléchir aux diverses problématiques liées à cette technique littéraire que nous appelons le roman historique, et dans le cas présent, sur la conception même de l'ouvrage que j'ai consacré au Maroc, intitulé L'île du couchant. Au passage, précisons qu'aujourd'hui encore, le débat entre romanciers et historiens est toujours d'actualité. Il peut même donner lieu à des critiques pour le moins sévères, tant de la part des historiens que des romanciers eux-mêmes. À titre d'exemple, cette citation mémorable d'André Gide, « Walter Scott est mort, Dieu lui fasse grâce, mais il a introduit dans le monde et mis à la mode le plus détestable genre de composition qu'il soit possible d'inventer. Le nom seul a quelque chose de difforme et de monstrueux, qui fait voir de quel accouplement antipathique il est né. Le roman historique, c'est-à-dire la vérité fausse ou le mensonge vrai. En réalité, si Walter Scott est visé, c'est parce que ses romans sont considérés comme les premiers véritables romans historiques. L'essor, la période du Moyen-Âge étant d'autant plus propice à cette forme d'écriture que l'Europe voyait se former à cette époque des États-nations à la recherche d'un récit national. Un ensemble d'événements et de personnages historiques mythiques ou réels auxquels les populations pouvaient s'identifier pour créer une culture commune. On le voit donc, le Vatican n'est pas tendre. Et il n'est pas le seul d'ailleurs. Il existe une sorte de rejet de ce que j'appelle les germano-pratins, terme ironique évidemment, à l'égard de cette forme littéraire. Il me souvient n'avoir jamais été invité par Bernard Pivot à participer à sa célèbre émission Apostrophe, alors que je venais pourtant d'avoir le prix des libraires. Lorsqu'il m'est arrivé de l'interroger bien plus tard sur la raison de ce rejet, il m'a répondu « Mon cher Gilbert, vous écrivez des romans formidables, mais ce ne sont pas vraiment des romans. » Je suis resté sans voix. Je vous le disais, le débat n'est pas clos et il n'est pas près de l'être. Nous sommes devant ce que j'appellerais un brouillard éditorial en matière de classification des genres. Pourtant, l'effacement des frontières entre le roman dit littéraire et le roman historique s'est depuis longtemps imposé à d'innombrables lecteurs. Il est même assumé par certains instituteurs qui estiment, à mon avis à juste titre, que cette forme littéraire peut servir de relais à un enseignement historique parfois trop figé ou trop universitaire. Pour ce qui me concerne, si j'ai souvent opté pour ce genre, c'est parce que je suis convaincu qu'il peut permettre d'apprendre, autoriser l'accès à des thèmes complexes à un public profane qui rechigne à se plonger dans des œuvres universitaires par trop hermétiques. Le grand maître Umberto Eco affirmait d'ailleurs que dans le roman historique, les agissements des personnages servent à mieux faire comprendre l'histoire, ce qui s'est passé, et bien qu'ils soient purement inventifs, plus et avec une clarté sans pareille sur l'époque que les livres d'histoire consacrés. Prenons un ouvrage tel que les Mémoires d'Adrien de Marguerite Yourcenar, écrit dans un style aussi admirable que documenté. Ce roman philosophique
historique est une méditation de l'empereur Adrien à la fin de sa vie, sous forme d'une longue lettre adressée au futur Marc Aurèle. Il retrace les principaux événements de son règne. Eh bien voilà, à mes yeux, le roman historique par excellence. Et pourtant, il n'est pas classé comme tel, du moins par les puristes. Nous pourrions aussi mentionner le célèbre Guerre épée de Tolstoï, ou Notre-Dame de Paris, Victor Hugo, et pourquoi pas l'ensemble des romans de Balzac, qui constituent la comédie humaine. De même sont rassemblés sous le terme de roman historique des œuvres aussi disparates que La Princesse de Clèves de Madame Lafayette, ou Les Trois Mousquetaires d'Alexandre Dumas, ou Les Rois maudits de Maurice Druon. Pour certains, il faut y inclure tous les romans de KPDP. Pour d'autres, il faut réserver l'appellation à des ouvrages, j'ouvre les guillemets, plus sérieux. Dans la continuité de Balzac, les frères Goncourt définissent le romancier comme étant l'historien du présent. Alors se repose une nouvelle question. Où se tient la limite entre la littérature et l'histoire? On pense d'abord à une question de dosage, devant des romans qui ont pour cadre le passé et d'autres qui se déroulent dans le présent, mais avec le retour plus ou moins important d'un des protagonistes sur son propre passé. Il ne s'agit pas tant de la quantité de passé qu'on trouve dans un récit que son rapport au présent. Or, il a été démontré que le roman historique rappelle d'une certaine manière les positionnements de la société passée par rapport à certains événements présents. J'en veux pour preuve l'une des épidémies de peste qui a sévi au Maroc sous le règne de Moulay Ismaïl. Alors voici un extrait du dialogue, imaginaire bien sûr, entre le sultan et son secrétaire. Tout en étant imaginaire, ce dialogue est parfaitement historique. Moulay Ismaïl poursuivit. Tu es au courant, n'est-ce pas, de cette maladie qui est en train de se propager à travers le pays? La peste, oui. C'est terrifiant. Mais que faire? J'y ai réfléchi. Je vais émettre un décret. Il est indispensable que les familles restent confinées chez elles. Je ferai poster des gardes le long de l'Oued Sebou et dans la plaine du Saïs pour empêcher les gens d'entrer à Meknès. Et s'il les faut, je les fais abattre. Tous les échanges commerciaux entre nos villes seront prohibés. Je ne vois pas d'autre moyen de freiner ce mal. On croit vraiment entendre les directives de nos dirigeants actuels, à la différence évidemment qu'ils n'ont pas proposé de faire abattre les récalcitrants. Il y a aussi cette scène racontée par son médecin personnel, Casimir Giordano, personnage de fiction, mais lui aussi confronté à l'épidémie. Casimir était trempé de sueur et ses mains tremblaient sous l'effet de l'épuisement. Le combat était si inégal et la médecine si démunie face à cette horrible maladie. Alors, quels soins adopter? On n'allait tout de même pas, comme au Moyen-Âge, prier les saints, brûler des hérétiques ou gaver les malades de sang de vipère ou de bave de crapaud. Vous devriez prendre un peu de repos, docteur, vous allez vous écrouler. La voix de Fatima lui fit l'effet d'un baume. Il tourna la tête vers la jeune femme et devina une compassion sincère derrière le masque qu'il lui avait imposé de porter. Le masque, voyez-vous, c'était le seul rempart face au mal depuis que les anciens avaient constaté que la peste se transmettait essentiellement par la salive et le souffle. Pour que cette protection fût plus efficace, il aurait fallu porter aussi une cape et des gants, mais on n'en disposait pas à Meknès. Rappelons-nous, nous sommes au XVIIe siècle, au Maroc, et pourtant, nous avons vraiment la nette impression d'une répétition générale quand on compare ces propos, cette tragédie que fut la peste avec le Covid qui de nos jours frappe la planète.
Même discours sur le confinement, même recommandation du port du masque. C'est en cela que le roman historique est intéressant, puisqu'il rappelle les positionnements de la société passée par rapport à notre société. On pourrait donc le qualifier de roman de la mémoire. À l'échelle d'une société passée et future, ce sont deux faces inséparables de la même pièce. Et cette affirmation s'applique naturellement à l'histoire nationale du Maroc. Histoire, je le disais, ô combien complexe, qui conduit à la nécessité d'un positionnement de l'écrivain pour ou contre l'utilisation du roman historique. Mais dans la mesure où le passé conditionne une façon d'être au présent, pourquoi l'éviter? Et j'en arrive tout naturellement à l'ouvrage qui me vaut d'avoir été invité à ce colloque par le professeur Ken Bib, L'île du couchant. L'idée d'écrire sur le Maroc n'est pas née d'hier. J'ai visité ce pays, comme de nombreuses personnes, et à plusieurs reprises, mais en simple touriste. Puis pour participer à des débats, des rencontres, avec les étudiants de divers lycées à Rabat, Marrakech ou à Casablanca. Lors de ces rencontres, j'ai eu l'opportunité d'échanger avec des professeurs, des intellectuels, et j'avoue que jusque-là, je ne connaissais pas grand-chose à l'histoire du Maroc, hormis le superficiel. Et puis, il y a environ 3 ans, j'ai été invité à Casablanca par un club de lecture, et ce fut là une occasion supplémentaire de rencontrer des personnes passionnantes qui m'ont relaté énormément de détails sur l'histoire de leur pays et ils ont semé une graine en moi. C'est ainsi qu'insensiblement est née l'idée d'écrire un triptyque sur l'histoire du Maroc. 3 volumes, le premier couvrant la période de 1672 à 1727 et qui va de 1808 à 1912, début du protectorat. Le troisième qui s'achèvera le 7 avril 1956, jour de l'indépendance. Alors que j'entamais mes recherches, une évidence m'est apparue. L'histoire marocaine contenait tous les ingrédients du roman historique. En fait, c'était du pain béni pour un romancier. Guerre, rivalité, jalousie, conflits familiaux, lutte pour le pouvoir, mais aussi grandes figures féminines. S'est imposé alors le problème de la documentation. Elle est infinie. Nous avons à notre disposition les courriers diplomatiques, les rapports d'ambassadeurs, les souvenirs de voyage de personnages tels que Delacroix, tant dans la Bibliothèque royale qu'à la Bibliothèque nationale de France. Du roman historique se tient dans le mélange de ces deux coffrets, afin que la documentation ne vienne pas dévorer l'aspect romanesque et inversement. Il s'agit autant que faire se peut de maintenir un équilibre entre le rêve et la réalité. Pour cela, malheureusement, il n'existe pas d'école, ni d'atelier d'écriture, ni de vraies recettes pour accomplir ce travail. Il relève uniquement d'un exercice instinctif. Pour ce qui est de mon roman, L'île du couchant, une interrogation s'est imposée d'emblée. Par quelle période commencer? Quel personnage? Après mûre réflexion, il m'est apparu que l'une des dates charnières était avril 1672, c'est-à-dire au début du règne de Moulay Ismaïl. Il était souvent comparé à Louis XIV au point qu'on le surnomma le roi soleil marocain.
Le sultan Moulay Ismaïl a non seulement marqué l'imaginaire du Maroc, mais il est à ce jour le monarque qui a régné le plus longtemps. 54 ans, 11 mois et 8 jours très précisément. En vérité, il est le héros dont rêve tout romancier, à l'instar d'un Alexandre le Grand ou Napoléon. Mon choix étant fait, Moulay Ismaïl devenait donc le fil rouge qui allait me permettre de survoler un demi-siècle d'histoire du Maroc. Mais très vite, j'ai été confronté à une problématique de taille. Comment raconter le Maroc sans évoquer les Berbères? Ce serait comme décrire l'histoire de France en éludant les Gaulois. Les Amazighs sont à mes yeux une entité incontournable. Après tout, ne sont-ils pas les premiers habitants de ce pays avec leurs propres croyances, leur langue, leurs traditions et leurs héros ou leurs héroïnes, pour ne citer que la fameuse Kaïna ou Koseïla, le grand guerrier? Et comment passer outre le combat qu'ils ont livré pendant près de 40 ans contre l'envahisseur arabe? Alors, évoquer le règne de Moulay Ismaïl tout en racontant le destin des Amazighs me paraissait insoluble. Des siècles les séparent. Et c'est là l'une des complexités du roman dans l'histoire. C'est là aussi qu'intervient, heureusement, l'imaginaire de l'écrivain. J'ai donc utilisé une sorte de stratagème en imaginant que l'un des contemporains du sultan découvrait un manuscrit qui aurait été rédigé au 7e siècle par un personnage de fiction et qui nous livre précisément tout un pan de l'histoire des Berbères. En sans le vouloir, je me suis retrouvé en train d'écrire un roman à tiroir. L'un d'entre eux contenait l'épopée berbère, l'autre le règne de Ismaïl, et enfin le troisième tiroir contenait le journal intime d'un étranger, un Français en l'occurrence, dont j'ai fait le médecin personnel de Moulay Ismaïl. Ce médecin nous livre une vision impartiale du Maroc, mais une vision qui n'a rien d'exotique ou d'orientaliste. Bien sûr, j'ai entendu les critiques. Moulay Ismaïl n'était qu'une sorte de barbe bleue, un homme d'une cruauté sans égale, qui coupait des têtes au gré de son humeur et torturait à tout va. Il suffit de parcourir les témoignages des prisonniers anglais et français, essentiellement, pour être littéralement terrorisé par le personnage. Je ne peux m'empêcher de vous rapporter les propos de l'un de ces prisonniers, le sieur Germain Mouette, qui a écrit un ouvrage intitulé « Relations de la captivité du sieur Mouette dans les royaumes de Fès et de Maroc », où il est demeuré pendant 11 ans. L'ouvrage fut publié en 1683. Il y relate sa captivité, après avoir été capturé par les corsaires de Salé, et il nous raconte qu'il aurait été condamné par le sultan, Moulay Ismaïl, à servir de pâture à 14 lions, 14, pas un de moins, et de surcroît des bêtes qu'il n'avait pas mangées depuis 3 jours. Et pourtant, ô miracle, aucune d'entre elles n'a jugé intéressant de dévorer le malheureux. Les lions n'ont eu que du respect et de la douleur pour leur proie. On se croirait chez Daniel dans la fosse aux lions. Ce n'est là qu'un exemple parmi tant d'autres des énormités rapportées par ces prisonniers qui ont servi de matière aux historiens. Gardons en mémoire que depuis la nuit des temps, le bonheur n'a jamais fait vendre. Plus on raconte d'horreurs et d'atrocités et du sensationnel, et plus on vend. Mais prenons garde, je ne dis pas que Moulay Ismaïl n'était pas un dirigeant d'une très grande cruauté. Je dis simplement que je n'ai pas jugé utile de ne souligner que cet aspect-là. Il a suffisamment été par d'innombrables auteurs au point de masquer ou de faire oublier les extraordinaires accomplissements de ce sultan. À titre comparatif, pourrait-on ne mentionner que les monstruosités commises par Napoléon, parler des 3000 prisonniers arabes qu'il a fait fusiller après la reddition de Jaffa, l'assassinat du duc d'Enghien sans procès, et j'en oublie,
Mais on ne peut pas passer aux oubliettes non plus le Code civil, la création des universités et des lycées, la création de la Banque de France, le baccalauréat, etc. Notons aussi qu'il s'agit d'une autre époque, bien loin de celle que nous vivons de nos jours. En ces temps, la dictature était de mise et la vie humaine n'avait guère de poids. Lorsqu'en 1811, le vice-roi d'Égypte, Mohamed Ali, fait assassiner 500 Mamelouks dans la citadelle du Caire, il ne s'est pas embarrassé des droits humains. Pour revenir au sultan Ismaïl, j'ai trouvé plus utile de rappeler l'immense, le grand bâtisseur qu'il fut, et la tolérance religieuse qui caractérisa son règne. J'ai souhaité rappeler son combat, le combat d'une vie, pour parvenir à rassembler les parcelles d'un Maroc déchiré. Cela me semblait beaucoup plus intéressant que de raconter qu'il coupait les têtes au gré de son humeur. On m'a souvent demandé pourquoi ce titre, l'île du couchant, puisque le Maroc n'est aucunement une île, bien sûr. Mais le titre fait référence à l'appellation sous laquelle le royaume était connu dans le reste du monde arabe. Jazirat el-Maghreb. Et puis, c'est ce qui fait sa singularité, le Maroc ne fut jamais colonisé, alors qu'autour de lui, tous les pays le furent, qu'il s'agisse de la Tunisie, de l'Algérie, de l'Égypte, de la Syrie, ou encore plus loin de l'Irak. C'est ainsi que le Maroc mérite de Jazira. Il va de soi que je ne considère pas la période du protectorat comme étant comparable avec l'occupation militaire de l'Algérie et des autres pays. Il y a aussi un autre sujet qui m'a semblé digne d'intérêt. On parle toujours des hommes et très rarement du rôle des femmes en Orient. Vu de l'Occident, on a souvent tendance à considérer que la femme arabe est un être soumis, un objet de désir qui n'a pour mission que d'élever des enfants, de cuisiner, de tenir une maison. Ce ne fut pas le cas dans l'histoire du Maroc, où certaines figures féminines occupèrent une place prépondérante. Nous pourrions citer Fatima El-Fihriya, fondatrice de la célèbre université El-Qarawin, la plus ancienne université du monde, qui est d'ailleurs toujours en activité. On peut citer Kenza El-Awarabiya, qui après le décès de son époux Idriss Ier sut préserver le trône de son futur enfant et s'imposer dans un monde d'hommes. Et puis aussi, comment ne pas mentionner la fameuse Sayed Al-Hawra, sans doute l'une des femmes les plus extraordinaires de l'histoire du Maroc, et qui à elle seule d'ailleurs mériterait un roman. Les hommes ont eu tendance à relativiser le rôle de ces femmes, et pour cause, ce sont principalement les hommes qui écrivent l'histoire. À travers ce roman, en fait, j'ai cherché aussi à mettre en exergue les velléités colonialistes dont le Maroc a souffert et a fait l'objet, et cela bien avant le règne de Moulay Ismaïl. Quand celui-ci prend le pouvoir, des villes comme Melilla, Ceuta, Tanger sont sous occupation étrangère. Plus tard, à partir du règne de Napoléon, lorsque celui-ci envahira l'Espagne, sa première idée fixe fut de conquérir le Maroc. Il a même envisagé de dresser un pont entre Tarifa et Ceuta pour l'envahir à partir de l'Espagne. En vérité, l'Occident a toujours eu envie de s'approprier cette région du monde et, passez-moi l'expression, de se payer le Moyen-Orient. À l'époque de Moulay Ismaïl, les rapports de force sont déjà installés et ils sont toujours en faveur de l'Europe. On a tellement caricaturé cette région du monde qui était perçue comme étant peuplée de barbares. C'est tout juste si on ne demandait pas aux ambassadeurs qui arrivaient à la cour du roi de France s'ils étaient venus en chameau. Moi qui suis né en Égypte, j'ai connu aussi l'image que les Occidentaux avaient des Égyptiens. Ils étaient pour la plupart convaincus que nous vivions encore entourés de crocodiles. Bref, de manière plus générale, de nos jours, nous avons totalement oublié ce que fut la civilisation islamique. Elle a d'une part été gommée par l'Occident, mais aussi par la jeunesse musulmane elle-même.
Plus personne ne se souvient de l'apport du monde musulman au monde, que ce soit à travers la médecine, avec des gens comme Avicenne,